Pendant que le journaliste Alex Dorval assiste à une tempête de neige surnaturelle dans la salle numéro 7 au musée d'ethnographie à Paris, le photographe Robert Robert poursuit son enquête au village de Mornefange. Il semblerait à ce propos que le docteur Nullepart ait des révélations à faire au sujet de celui que les villageois ont surnommé le sorcier. En Moselle, au village de Mornefange. J'aurais voulu avoir quelques petites informations sur Nègredeuil. Attendez, monsieur Robert, je suis à vous dans un instant. Le temps de finir cette préparation. Au fait, vous avez appris la nouvelle? Oui, j'ai lu le journal ce matin. Quelle horreur. J'essaie donc de rassembler quelques éléments pour mon article. Une petite historique, un bref portrait du personnage, quelque chose qui permette de comprendre ce qui a pu le pousser à se jeter dans la fosse aux ours du Jardin des Plantes. Ça, Dieu seul le sait. Mais venez donc dans le salon. Nous sommes plus à l'aise devant un bon feu de cheminée pour parler. Asseyez-vous. De Nègredeuil descendait, paraît-il, d'une branche cadette de la lignée des barons de Mornefange. Sa famille ayant fait fortune dans le sucre, il put racheter le château de ses ancêtres et y faire effectuer les réparations nécessaires. Il s'y installa voici à peu près 20 ans, au retour d'un long voyage. Très discret, il évitait les gens de la région, ce qui marqua tout de suite assez mal. Par contre, s'il sortait peu, il recevait beaucoup. Des gens bizarres, que la berline du baron venait chercher à la gare, ou qui arrivaient de Paris ou d'Europe, dans leurs grosses automobiles. Et puis ils repartaient le lendemain, ou 2 jours plus tard. Comme ils étaient venus. Des gens bizarres? Qu'entendez-vous par là? Il y a des médiums, des spécialistes des sciences occultes. Notez qu'on a vu défiler aussi bon nombre de professeurs et de savants éminents. Je ne citerai pas de nom car je ne sais pas trop si ce qu'ils venaient fricoter ici était bien catholique. Le directeur du sanatorium voisin également faisait partie des rares habitués admis au château. Il faut dire qu'ils avaient accompagné le baron dans son mystérieux voyage. Au fait, ce sanatorium des eaux vertes, il est toujours en activité? Ah non, voilà bien 10 ans qu'il a fermé ses portes. Maintenant, Barbezieux dirige une clinique dans les environs de Paris. Et pourquoi vous êtes malade? Hein? Non, c'est juste pour savoir. Et d'après vous, qu'est-ce que tout ce beau monde venait donc fricoter au château, comme vous dites? Ça, Dieu seul le sait. Les gens d'ici vous diraient, le diable seul le sait. Ce qui est sûr, c'est que certaines nuits, on entendait des sons étranges monter du domaine. Même les hirondelles, qui chaque printemps nichaient dans les tourelles du château, désertèrent le lieu. À cette époque, plusieurs jeunes filles de la région disparurent, et des rumeurs au sujet de sacrifices humains commencèrent même à circuler. Et puis le châtelain se maria. Il eut un fils. L'accouchement se déroula un soir de pleine lune. L'enfant naquit difforme, un bossu. Tout le monde attribua cette tare au maléfice de celui que les villageois appelaient désormais le sorcier. C'est alors que la Grande Guerre éclata et les troupes allemandes occupèrent bientôt le château. Ah, messieurs de Nègredeuil, j'espère que mes sommes ne vous ont pas trop dérangés l'autre nuit, vous et votre petite famille. Ma foi, non, commandant Schwagen. Il faut dire que relégués comme nous le sommes dans le pavillon de chasse, nous nous trouvons au calme. Ah, que voulez-vous, baron, c'est la guerre. Et je regrette que des gens de votre rang aient à en souffrir. Mais nous avons besoin de place pour notre garnison. Au fait, que s'est-il donc passé la nuit dernière? Encore une rixe entre soldats. Cela devient de plus en plus fréquent. Ceux-là ont commencé à s'entretuer comme des chiens sauvages pour une broutille. Pour ne rien vous cacher, cela me préoccupe. Sans doute ne sont-ils pas faits pour la vie de château.
Très drôle, très drôle. Ah, je sais bien que cette inactivité forcée les rend nerveux. Mais je sens qu'il y a autre chose. Les odeurs, par exemple. Ces odeurs méphitiques qui proviennent des caves. Les fondations du château s'enfoncent sous le niveau de l'étang. C'est vrai. J'ai fait assainir les caves. Mais il est possible que quelques émanations marécageuses filtrent encore lorsque le temps est humide, comme ces jours-ci. Mon commandant, venez vite. Eh bien, cher Jolström, que se passe-t-il? C'est Schwarz et Korpf, mon commandant. Ils se sont jetés l'un sur l'autre sans raison apparente, et ils se sont égorgés à coups de baïonnette. Himmel, ça recommence. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs des Négretailles. Je vous en prie, commandant. Faites comme chez vous. Allons-y. Il ne se passait plus un jour sans qu'un incident sanglant ne vienne troubler la vie de la garnison allemande cantonnée au château. Et puis, un soir de novembre 1915... Je vous rappelle que conformément aux ordres du commandant, toute rixe entre soldats sera passible de 15 jours de mise en secret. Dans les caves. Dans les caves? À les caves. Bon, allez, ça va, comme ça. De toute façon, maintenant, c'est l'heure de la soupe. Allez. Voilà. Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il y a quelque chose dans le potage. Ça remue! Mais c'est un rat! Himmel! Il y a un rat dans la soupe! Attention, il est encore vivant! La saloperie m'a mordu! Saleté de bestiole! Le reste est pas filé! Il s'est sauvé dans l'escalier! Attends un peu, saloperie! Allez, il s'est tiré dans les caves! Là! Je l'ai vu! Il s'est faufilé par ce trou, dans le mur du fond! On va le déloger! Hans, ramène les cartouches! On va lui faire sauter son nid à cette charogne! Attendez! Écoutez, ça sonne creux. Il y a un vide derrière ce mur. Apportez plutôt des pioches. On va assainir cette foutue baraque. Une autre cave! On n'y voit rien! Apportez les lampes! Odeur! Regardez, quelque chose brille tout au fond. Des points rouges. Des centaines. Des milliers de points rouges. Ah! Devant ces milliers de rats jaillis par l'ouverture imprudemment pratiquée dans le mur de la cave, les Allemands prirent la fuite sans demander leur reste. On raconte même que les moins rapides furent dévorés vivants. Une chose est certaine, ces rats avaient mis en déroute des soldats aguerris que les offensives de nos troupes n'avaient jusqu'ici pas su faire reculer d'un pouce. Au musée d'ethnographie du Trocadéro, une exposition tibétaine occasionne bien des surprises à Alex Dorval.
Combien faudra-t-il de phénomènes inexplicables pour que le journaliste fasse la relation avec le contenu de la vitrine principale de la salle numéro 7 ? Eh ben, Alex, cette tempête de neige en salle n'a pas un jour de rhume. Bon sang, dire que si je lisais la relation de pareil phénomène sous la plume d'un autre, je n'en croirais pas un mot. Pourtant, nous n'avons pas rêvé. Et d'ailleurs, ce rhume est là pour en témoigner. La température a chuté de 30 degrés en moins de 5 minutes et une bourrasque de neige a bel et bien déferlé dans la salle du musée où se trouvait la momie. Tandis que dehors, il faisait tout juste un peu frais. J'ai même aperçu un rayon de soleil dans les jardins du Trocadéro. Elsa a pensé que l'œil du cyclone, si je puis dire, c'était la momie du Shunga. Nous avons été témoins du même phénomène, non ? Et il n'y a pas de microclimat concentré sur le Trocadéro et encore moins sur une salle du musée d'ethnographie. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Comment une momie pourrait-elle... Mais pas n'importe quelle momie, Alex. La momie d'un chaman. J'ignore tout de celui-ci, mais il devait posséder de son vivant des pouvoirs redoutables. On comprend que le bouddhiste ait été obligé de composer avec les rites magiques de l'ancien Tibet. Quelques rares voyageurs ont été témoins de certains prodiges qui te feraient dresser les cheveux sur la tête. Pour les cheveux dressés sur la tête, cette bourrasque glacée s'en est chargée, merci. Et pour les phénomènes incroyables, j'ai déjà bien du mal à croire ce que je viens moi-même de vivre. Saint Thomas, va. Ah, on descend là. Pardon, la porte, s'il vous plaît. En tout cas, cela confirme ce que m'a raconté mon ami Gontran. Le secrétaire du musée? Oui. Il semblerait que la momie lui ait déjà causé quelques soucis et n'en soit pas sa première facétie. Une tempête de neige en plein musée? Tu parles d'une facétie? Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton ami Gontran? Eh bien, premièrement, il paraît que certains manutentionnaires qui ont eu à manipuler cette momie sont tombés subitement malades. Il manquerait plus que cette vieille carcasse mitée soit porteuse de maladie. Non, les microbes n'expliquent pas tout. Notamment les bizarreries dont Gontran lui-même a été témoin. Raconte. Le jour de l'installation de l'expo, Gontran et Zarouf voulurent déplacer la vitrine dans laquelle on venait de mettre la momie pour que celle-ci soit mieux mise en valeur, je suppose. Et les employés du musée n'ont pas voulu... Ils n'ont pas pu. Comment ça? Impossible de la déplacer. Ils s'y sont tous mis, rien à faire. La vitrine pesait soudain des tonnes. Nom d'un petit bonhomme. Après ce que nous venons de vivre, cela donne à réfléchir. Oh! Elsa? Là, au détour de ce couloir. Voyons, ce n'est qu'une vieille mendiante. Certes un peu squelettique, et avec ses pieds entourés de chiffon, on aurait presque dit une momie. Peut-être cette femme fait-elle la pluie et le beau temps? Une petite pièce, mes coutons. Une petite pièce. Tenez. Merci, Milord. Hé, jeune homme, laisse-moi lire dans ta main. Je vous remercie, non. Sans façon. T'as été généreux. Je te demanderai rien d'autre. Approche. Laisse-moi lire. Allez, Alex, si ça lui fait plaisir. Bon. Toutes ces lignes sont comme les galeries du métro. Où conduisent-elles? Vers la lumière, vers les ténèbres? Je vois une vie agitée, de nombreux dangers. Je vois un coffre. Rouge, oui, je sais, mais ça, c'est du passé. Attends, je vois des montagnes, de très hautes montagnes. Et ben quoi? Le pays des neiges. Prends garde au pays des neiges. D'accord, j'y songerai. Merci encore et bonsoir. Alex, le pays des neiges. Sais-tu ce que c'est? Je veux pas le savoir. C'est ainsi qu'on appelle le Tibet. Bon, Elsa, t'es gentille, tu me parles toute cette histoire, veux-tu? Comme tu voudras. Donc, pour revenir à mes propos, tu penses que la momie du Shunga serait la source de phénomènes supranormaux? Non seulement je le pense, mais ton ami, le professeur Zarouf, également. J'en mettrai ma main au feu. Zarouf? Qu'en sais-tu? Toujours d'après Gontran, la seule vitrine à laquelle Zarouf se soit intéressé lors de la mise en place de l'expo a été celle de la momie. Et il s'est montré, paraît-il, très tatillon. Tu as remarqué le cordon de sécurité qui empêche les visiteurs d'approcher à moins de 10 mètres? Ça arrive souvent dans les expositions. Alex, il ne s'agit pas des bijoux de la couronne. Et du reste, certains objets de grande valeur se trouvant dans d'autres vitrines sont bien moins protégés. Tu crois que Zarouf considère cette momie comme une menace? Sinon, comment expliquer toutes ces précautions? Mais enfin, si Zarouf pense que cette momie peut se révéler dangereuse, pourquoi avoir voulu l'exposer aux yeux du public? C'est bien ce que j'aimerais savoir.
Bon, Elsa, il commence à faire frisquer, et avec mon rhume, je peux pas me permettre de traîner sur les quais. Oui, j'arrive. Je jette juste un coup d'œil au bouquiniste. Tiens, Tintin au pays des soviets. Déjà soldé? Oh, ces bouquins-là, ça marchera jamais. Un petit renseignement, monsieur? Non, je regarde, c'est tout. Si ça vous intéresse, j'ai là quelques livres rares, notamment une très vieille édition des propriétés du vice, du célèbre marquis de Sade. Vous voulez sans doute dire les prospérités du vice. Ah, c'est pareil. En tout cas, je vous le fais au même prix. Combien? 220 francs. Big. Je vais réfléchir. À votre service. Alex, regarde ce que je viens de trouver. Fais voir. Magicien, occultiste et nécromant dans l'ancien Tibet. Quelle coïncidence, non? Et imagine-toi que c'est le premier bouquin qui a attiré mon regard. Décidément, tu vois de la magie partout. Il est naturel que ton œil repère ce genre d'ouvrage plutôt qu'un traité de jardinage. Est-ce que tu peux être pragmatique? Mais tu me parais déjà incollable sur le Tibet. Mais tu sais, l'enseignement universitaire ne nous apprend pas grand-chose sur les rites de la magie noire et de nécromancie de l'ancien Tibet. Pour ça, rien ne vaut les témoignages directs des rares occidentaux qui sont parvenus à pénétrer dans le pays interdit. Et Samantha Eden Clark est de cela. Eh bien, peut-être allons-nous découvrir dans ton bouquin qui était le Shunga Rinpoche. Je l'espère bien. La grippe espagnole aux portes de la capitale. Devant des Paris Presse. Bon sang. Yep, jeune homme. Ouais. Ah bah merci, monsieur. Paris Presse, devant les Paris Presse. Sapristi, la grippe espagnole. On signale déjà plusieurs cas à l'est de Paris. Mon Dieu, Alex. Et si... Non, Elsa, Shunga n'y est pour rien. Il y a déjà eu des cas de grippe espagnole, en 18 notamment, bien avant l'arrivée de cette momie. Et comment sais-tu où se trouvait la momie du Shunga en 1918? Le journaliste Alex Dorval de la Revue des Curiosités enquête au sujet du village de Mornefange où des naissances d'enfants difformes se répètent de façon anormale. Après un malencontreux accident de voiture, Alex Dorval découvre à proximité de ce village un sanatorium fantôme dans lequel il est persuadé d'avoir rencontré un mystérieux docteur, le docteur Barbezieux. C'est à Suresnes qu'il retrouve sa piste, ainsi que celle de son assistante Carmilla. Mais cette dernière ne le reconnaît pas et lui apprend une bien mauvaise nouvelle. Mon mari est décédé depuis 2 ans. Mort? Vous dites que le docteur Barbezieux est mort depuis 2 ans? Et qui donc aurais-je rencontré l'autre nuit au sanatorium des Eaux Vertes? Mais je l'ignore, cher monsieur Dorval. Allons dans mon bureau, voulez-vous? Suresnes, clinique de la belle Gabrielle. Écoutez, mademoiselle Camilla... Vous faites erreur, monsieur Dorval. Je me prénomme Marie-Solange. Solange pour les intimes. J'ai passé une nuit au sanatorium des Eaux Vertes, en forêt de Mornefange, il y a tout juste 1 semaine. Vous y étiez, le docteur Barbezieux y était, et des pensionnaires y séjournaient également. Je vous ai déjà expliqué que notre établissement à Mornefange était abandonné depuis des années. J'ignore ce qui s'y trame, et si une troupe de comédiens vous a joué une farce, je n'y suis pour rien. Mais nous serons mieux dans ce bureau pour continuer cette conversation. Et c'est à la suite de cet accident de voiture que vous avez continué votre route à pied à travers la forêt, monsieur Robert et vous-même. Vos pas vous auraient ensuite conduit jusqu'au sanatorium, et là, vous auriez fait cet étrange rêve prémonitoire. Ce n'était pas un rêve. J'ai vu une vieille femme faire surgir de son esprit l'image d'un homme qui se jette du haut de la tour Eiffel. Mais oui, monsieur Dorval. Détendez-vous. Tout ceci pourrait avoir une explication, somme toute assez simple, bien que nécessitant quelques présupposés paranormaux. Encore un peu de thé? Que voulez-vous dire?
Voilà quelques années, peu de temps avant sa fermeture, il se passa au sanatorium des Eaux Vertes des événements étranges. Un groupe de personnes âgées se livrait la nuit venue à des séances de spiritisme. Une de ces séances tourna mal. On retrouva la vieille femme qui servait de médium égorgée dans son lit. 1 ou 2 sucres? 2. Du reste, à la suite de ce tragique incident, nous avons dû nous résoudre à fermer la clinique. Selon toute probabilité, fortement choqué par votre accident, vous avez dû errer dans la forêt jusqu'au sanatorium abandonné. Sensibilisé à l'extrême par le choc nerveux que vous veniez de subir, vous avez été impressionné, au sens photographique du terme, par les événements qui ont si profondément et si durablement imprégné ces lieux. Vous prétendez toujours que j'aurais rêvé? Rêver n'est pas le terme exact. Mais Robert a vu la même chose que moi. Votre ami a vécu la même chose que vous. Simple cas d'hallucination collective. Eh bien, monsieur Dorval, vous ne buvez pas votre thé? Alors, bonne pêche? Mademoiselle Carmilla est-elle toujours aussi séduisante sous sa blouse blanche? Tu parles. Aujourd'hui, elle portait un tailleur strict et le prénom exotique de Marie-Solange. Aïe, 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 voilà un rude coup porté au fantasme de Robert. À propos de fantasme, Carmilla Solange vient de se donner beaucoup de mal pour me persuader que j'étais moi-même sujet à des divagations mentales. Elle n'a peut-être pas tort. Robert et moi aurions eu une hallucination post-traumatique à la suite de notre accident de voiture. L'explication est assez hallucinante, en effet. Un bourrage de crâne, oui. Tout ceci sans la mise en scène à plein nez. Mais enfin, quel serait le but d'une telle mise en scène? On voulait nous persuader, Robert et moi, que le directeur du musée d'ethnographie, le professeur Lanterneau, allait se suicider. Et il s'est effectivement suicidé quelques jours plus tard en se jetant du haut de la tour Eiffel. Attends, nous l'avons vu tomber. Nous ne l'avons pas vu enjamber le garde-fou. Mais naturellement, en voyant son corps tomber du 3e étage, il était évident pour moi qu'il venait de sauter lui-même dans le vide, puisque j'avais déjà assisté à la scène au cours de la séance de spiritisme. Tu veux dire que... En réalité, on l'a balancé. Et moi, Alex Dorval, j'étais là pour authentifier un bon et honnête suicide. Écoute, c'est tordu comme raisonnement. Et pourquoi aurait-on voulu assassiner ce pauvre professeur? Là, j'avoue que ça se complique. Essayons de classer les événements rocambolesques de ces derniers jours. D'un côté, ce que j'appellerais les mystères de Mornefange. De l'autre, les mystères de Paris. Côté Mornefange, la disparition du baron de Nègredeuil et de son fils, et l'énigme du sanatorium. Côté Paris, l'expo tibétaine avec les sortilèges de la momie et le suicide de Lanterneau. Mais voici qu'on retrouve le baron de Nègredeuil à Paris, où il choisit de se suicider de façon si peu commune en se jetant dans la fosse aux ours. Encore un suicide. Barbezieux également a quitté la case Mornefange pour la case Paris. Comme tu peux le constater, les deux mystères s'interpénètrent déjà. Mais si, comme je le pense, Barbezieux est impliqué dans la mort du professeur Lanterneau, une connexion essentielle se crée décidément entre les deux affaires. Sans oublier que peu de temps après leur décès, les cadavres des deux suicidés, Lanterneau et Nègredeuil, se décomposaient déjà de manière foudroyante. Bref, les mystères de Paris et de Mornefange forment un seul sac de nœuds. Pour l'instant, nous tenons un fil. Et ce fil part de cette clinique, la Belle Gabrielle. Et j'ai bien l'intention de savoir où il va nous conduire. Et cela, dès cette nuit. Bon. Rien à espérer côté façade. Tous les volets sont hermétiquement clos. En revanche, j'ai repéré un soupirail à l'arrière. Il fera bien notre affaire. Le voici. Une chance qu'il ne soit pas muni de barreaux. Passe-moi ma trousse, veux-tu? Tu n'avais jamais parlé de tes talons de monte en l'air. Quoique là, ce serait plutôt monte en bas. Règle numéro 1. Un bon journaliste doit savoir prendre des risques. Règle numéro 2. Il ne sort jamais sans sa fiancée. Voudrais-tu me prêter ta bague, Elsa? Je devine ce que tu as l'intention d'en faire. Un diamant. Une ventouse. Et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à passer la main par l'ouverture comme ceci et à tourner la poignée. Je passe devant. Rends-moi ma bague d'abord. À ton tour, Elsa. Bon, nous voici dans la place. Risquons un peu de lumière. Ça ressemble à une espèce de débarras plutôt vaste. Ah. Qu'est-ce qui te prend? Chut. Là, debout contre le mur du fond,
Une ombre. Alex, c'est des sarcophages. Toute une collection de sarcophages. Des Égyptiens, Phéniciens et même Étrusques. Et t'as vu les bocaux sur ces étagères? Il y en a des dizaines. Alex, ils contiennent des fœtus humains. Tous plus monstrueux les uns que les autres. Alex, et si c'était... Des fœtus que Barbezieux aurait rapportés de Mornefange? J'y songeais. Toutes ces naissances anormales dans le village ont peut-être un rapport avec les activités de ce docteur. Elsa, attention! Bon sang! Fichons le camp en vitesse! Vite, le soupirail! Dans ma boucle d'oreille, je l'ai perdue! Elsa, on n'a pas le temps de la chercher. Elle a roulé par là! Quelqu'un vient, tant pis pour la boucle d'oreille! Allez, passe la première! J'y suis presque! Ça y est, à toi! Trop tard, les voilà! Maintenant, pas sauve-toi! Je vais me cacher quelque part! Alex! Sauve-toi, Elsa! Je vous assure que j'ai entendu du bruit. Là! Regardez sur le sol. Un bocal brisé. Il n'est certainement pas tombé tout seul. Quelqu'un s'est introduit ici. Par la fenêtre du soupirail. Cet idiot d'Émile devait grillager cet orifice. Il ne l'a pas fait, son chien sera puni. J'aime quand vous êtes cruel. Vous avez entendu? Il y a quelqu'un ici. Mieux vaut s'armer de précaution. C'est la venette de ce sarcophage, n'est-ce pas? Sortez de là où je tire! Monsieur Dorval. Quelle divine surprise. Maudit rhume. Votre petite visite de cet après-midi ne vous aura pas pleinement convaincu de la quiétude de notre établissement? Docteur Barbezieux, je vous croyais mort. Mais je suis mort, cher monsieur Dorval. Mort. Sur Rennes, le journaliste Alex Dorval visite les sous-sols de la clinique La Belle Gabrielle. Son propriétaire, le docteur Barbezieux, serait mort depuis 2 ans. Or, Dorval lui a serré la main pas plus tard que la semaine dernière dans un sanatorium à quelques kilomètres du village de Mornefange. Mais je suis mort, cher monsieur Dorval. Trouvera-t-il ici un lien entre les maléfices du village et la momie du chaman Shunga, laquelle est exposée au musée d'ethnographie de Paris? Docteur Barbezieux, je savais que vous n'étiez pas mort. Mais je suis mort, monsieur Dorval. Ma chère, voulez-vous sortir monsieur Dorval de ce sarcophage? La poussière de momie est très mauvaise pour ses sinus. Trop aimable. Ainsi donc, votre curiosité de journaliste vous a poussé à commettre une effraction et à pénétrer les sous-sols de notre paisible établissement un soir de pleine lune. Je passais par là, j'ai vu de la lumière. Taratata. Carmilla n'aura pas réussi à vous convaincre de l'inutilité de votre entreprise lors de votre entretien cet après-midi? Et je n'ai pas cru un seul instant à ces fables, bien que l'interprétation fût de qualité. Flatté. Il était en effet difficile de vous faire croire que ce que vous aviez vu et vécu, voilà 10 jours au sanatorium de Mornefange, n'était qu'un pur fantasme de votre part. Comme il serait stupide de vouloir me faire croire que les sarcophages entreposés dans cette pièce servent au stockage de bandelettes usagées. La mise en scène du sanatorium, avec la séance de spiritisme à laquelle vous avez assisté avec votre ami, était entièrement due au talent de ma chère Carmilla. Bravo. Vous n'avez jamais songé à faire du cinéma? Passer un coup de bigot à Murnau? À qui ça? Tout cela n'avait qu'un seul but. Vous pousser à croire au suicide du directeur du musée d'ethnographie. Lanterneau? Vous l'avez donc tué? Ce regretté professeur détenait depuis quelque temps un objet qui m'intéresse au plus haut point. La momie
du Shunga Rinpoche? Tout juste, trésor. Comme vous avez pu le constater, monsieur Dorval, je suis plutôt amateur de ce genre de babioles et j'ai bien l'intention d'ajouter celle-ci à ma collection. Eh bien, passons dans l'autre pièce. Vous pénétrez dans la partie la plus privée de notre établissement, monsieur Dorval. La salle de rajeunissement. Pas tout neuf pour du jeune. Ce plafond bas, ces arcades gothiques, on se croirait dans une crypte. Voilà 5 années environ, notre clinique ultramoderne de gérontologie fut construite par mes soins, sur un ancien monastère, lequel est traversé par une source d'eau chaude, particulièrement riche en minéraux. Là-bas, tu vois le petit robinet? Oui. Mais que font tous ces gens allongés dans des sarcophages remplis de liquide blanchâtre? Ah, monsieur Dorval, vous n'imaginez pas ce que cette science de la conservation des morts léguée par les Égyptiens peut influer sur mes méthodes. Du moins, en apparence. Après, tout n'est que question de croyance et de compte en banque. Et je ne saisis pas. Voyez-vous, nos clients sont essentiellement riches et très âgés. Tous ces vieux croutons que tu vas barboter. Ils feraient n'importe quoi pour rester jeunes. Retrouver une peau douce et bien ferme comme la tienne. Je vous en prie. Ah, monsieur Dorval, prolonger la vie. Quel beau programme pour un gérontologue comme moi. Docteur Barbezieux? Ah, bonsoir, monsieur le duc de Saint-Hilaire. Alors, comment se sent-on cette nuit? Votre traitement spécial pour une lune est prodigieux. Oh, je me sens rajeunir de plusieurs siècles. Parfait, parfait. Et oui, monsieur Dorval, le supplément forfait nocturne donne d'excellents résultats. Vous n'allez pas me faire croire que la lune influe sur le métabolisme de vos patients? Non, l'effet de suggestion suffit. Mais de quoi se constitue l'eau du bain dans laquelle trempent ces vieillards? Un mélange de mon invention. Une eau de Vichy additionnée d'extrait de liquide amniotique. Écœurant. Sans oublier les 3 cuillères à soupe de magnésie. De la magnésie? Pourquoi faire? Ce talc imite parfaitement la poudre de momie. Ah, je comprends mieux pourquoi ces pauvres bougres sont allongés dans des sarcophages. Le folklore, monsieur Dorval, le folklore. Vous avez sans doute remarqué la diversité de nos modèles. Sarcophages étrusques, assyriens... Les bains dans les sarcophages égyptiens sont les plus demandés. Et les plus chers. À présent, monsieur Dorval, vous devinez pourquoi la momie de Chunga Rinpoche m'est indispensable. Je commence à comprendre. Vous voulez la passer à la moulinette? Il y a ici des gens qui paieraient des milliards pour baigner dans son jus. Et avec les pouvoirs qu'on lui prête, elle aurait un effet formidable sur mes patients. Maintenant que vous m'avez tout révélé sur vos activités de charlatan barbezieux, il ne vous reste plus qu'à vous débarrasser de moi. Hélas. Je vais vous regretter. Comment comptez-vous vous y prendre? En me noyant dans un sarcophage? Cette chère Carmilla a mis au point un traitement bien plus radical. Réfléchis. Te tuer ne serait guère judicieux de notre part. Que ferions-nous de ton joli cadavre? Nous n'aimerions pas qu'un de vos collègues de la revue des curiosités vienne fourrer son nez dans nos affaires. Charmantes toutes ces bougies. C'est pour un anniversaire? Assieds-toi, mon lion. Et ne bouge. Pourquoi m'attachez-vous? Simple précaution. Voilà. Tu aimes les piqûres? Qu'allez-vous m'injecter? Une drogue de votre cru? Un aller simple pour le pays des songes, mon tout beau. Voilà la médium, docteur Barbezieux. Oh, je déteste être réveillée au milieu d'une transe. Oh, désolé, ma chère. Il faudra vous plaindre à votre syndicat. Vous mourrez sur le dos d'un âne. Émile, aidez-la à quitter son siège. Qu'elle prenne place sur la table, au milieu des bougies. Dites-moi, Carmilla, vous l'avez rendue grognon? Mais non, je crois qu'elle se concentre. Bon, moi je retourne au labo. C'est cela, Émile, c'est cela.
Nom d'un petit bonhomme. Cette femme, je la reconnais à présent. C'est la vieille médium de la séance de spiritisme à laquelle j'ai assisté au sanatorium de Mornefange. Quelle mémoire. Dommage, nous allons devoir tout effacer. Aïe, mon épaule. Calme-toi, mon mignon. Après cette piqûre, tu seras aussi détendu. C'est nos serviettes de bain. Quel est cet étrange langage? Qu'est-ce qu'elle baragouine? Barbezieux, vous n'allez pas me refaire le coup de la séance de... L'ectoplasme. Il sort de sa bouche. Je vois... Monsieur Dorval. Je vois une lumière. L'entrée du bâtiment. Clinique la belle Gabrielle. C'est bon, le docteur vous attend. L'homme me fait signe. Un escalier. Une porte. Monsieur Dorval, je présume? Cette femme. Non, je regrette. Nous ne nous connaissons pas. Non, je ne la connais pas. Je ne sais pas. Voyons, mais je suis le docteur Barbezieux. Barbezieux, vous êtes... Hélas, notre bon docteur est décédé voilà 2 ans. 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 Alors qu'il tente de percer à jour le mystère du docteur Barbezieux, le journaliste Alex Dorval tombe dans les griffes de son assistante, Carmilla. Après lui avoir montré la salle de rajeunissement de la clinique de Suresnes, où Barbezieux propose des bains à base de poudre de momie à ses clients en leur promettant une peau douce de jeune fille, Carmilla et le docteur effacent la mémoire du journaliste trop curieux. Mon mari est décédé. Mon mari est décédé depuis 2 ans. Et voilà, docteur. Le tour est joué. La suggestion hypnotique a parfaitement opéré. Très bien. Lorsqu'il retrouvera ses esprits, M. Dorval aura tout oublié de ce qu'il a pu voir cette nuit à la clinique. Reste maintenant à s'occuper de sa petite amie. De quelle petite amie parlez-vous, chère Carmilla? Regardez. Émile a trouvé ceci au sous-sol, près du soupirail qu'a emprunté Dorval pour pénétrer ici. Quelle ravissante boucle d'oreille. Je doute qu'elle appartienne à notre journaliste. Nom d'un pharaon. Il n'est donc pas venu seul. Il faut fouiller la clinique. Inutile, très cher. Sa compagne doit être loin à présent. Mais alors tout est compromis. Il me vient une idée. Nous allons nous servir de cet objet que la fille a perdu dans sa fuite. Je vois. J'oubliais vos prodigieux talents d'envoûtement, Carmilla. Ah, que ferais-je sans vous? J'en ai pour quelques minutes. Après quoi nous pourrons relâcher Dorval dans la nature, non sans avoir pris la précaution de lui glisser cette petite boucle d'oreille dans la poche. Parfait, parfait. Lorsque nous en aurons fini avec ces gêneurs, nous pourrons passer aux choses sérieuses. La momie de Shunga Rinpoche. Psst, Alex. Elsa, tiens, qu'est-ce que tu fais caché derrière cet arbre? Je t'attendais, pardi. Voilà des heures que je me ronge les sangs. Comment es-tu ressorti de la clinique? Hein? Par la porte, pardi. Alex, veux-tu cesser tes plaisanteries? Que t'est-il arrivé pendant tout ce temps? Je sais pas.
Pourquoi? Il est si tard? Idiot, le jour va bientôt se lever. Enfin quoi, t'es pas dans ton état normal? Dis-moi, tu as vu Barbezieux? Le docteur Barbezieux est décédé voilà 2 ans. Alex? Le docteur Barbezieux est décédé voilà 2 ans. Alex, ils t'ont drogué? Parle! Le docteur Barbezieux est décédé voilà 2 ans. Bon, tu as besoin de repos. Allez, rentrons. La voiture est à 2 pas. Mon mari est décédé depuis 2 ans. Alex, où as-tu rangé le sucre? 3e placard à gauche. Je te le dis à chaque fois. Bien, au moins, t'es pas totalement amnésique. Tiens, cette tasse de café te fera du bien. Merci. Bon, reprenons. Nous sommes donc introduits cette nuit dans la clinique de Barbezieux. D'abord, j'ai failli accrocher ma jupe en franchissant la grille extérieure, tu te souviens? Non. Et le chien, tu te souviens du chien? Belzébuth? Il s'appelle Belzébuth? Oui. Tu l'as neutralisé avec une boulette de viande truffée de soporifique, tu te rappelles? Non. Bon. Ensuite, nous avons fracturé un soupirail, lequel nous a permis d'entrer dans un laboratoire rempli d'un bric-à-brac incroyable. Vraiment? Et quel genre? Il y avait des sarcophages. Et aussi une collection de bocaux contenant des fœtus humains monstrueux. Ça, tu t'en souviens? Non, désolé. J'ai même renversé l'un de ces bocaux. Le fracas du verre brisé a donné l'alerte. J'ai eu à peine le temps de me glisser dehors par le soupirail, tandis que tu te dissimulais dans un sarcophage. Un sarcophage? Enfin, Alex, fais un effort! Que s'est-il passé ensuite? A-t-on découvert ta cachette ou bien as-tu passé la nuit dans ton sarcophage? J'en sais rien. Mon dernier souvenir remonte à hier après-midi. Carmilla m'annonce que le docteur Barbezieux est mort. Depuis 2 ans, ça va, on a compris. Elle me raccompagne jusqu'à la porte. Et là, je me retrouve dans la rue, en pleine nuit. Bref, un trou d'environ 12 heures. On a effacé de ta mémoire tout ce que tu avais pu voir dans cette clinique par un quelconque moyen suggestif. Drogue, hypnose. C'est possible. Mais alors, si je comprends bien, tout est à refaire? Il ne nous reste plus qu'à retourner là-bas. C'est bien trop risqué. Ils sont désormais sur leur garde. D'autant que ces gens-là sont très forts. Il n'y a qu'à voir avec quelle redoutable dextérité ils manient fantasmagorie et hypnose. Non, pour le moment, le mieux à faire, c'est dormir. Qui sait si après quelques heures de repos, tu ne retrouveras pas la mémoire? T'as raison. Je tombe de sommeil. Alex, ne t'endors pas tout habillé. Ôte au moins ta veste. Là. Ôte ton pantalon aussi. Elsa. Tiens, quelque chose est tombé de ta poche. Ma boucle d'oreille. Tu l'as retrouvée? Alex, tu es un ange. Ta boucle d'eau... Je me souviens pas. En tout cas, je te remercie de me l'avoir apportée parce que j'y tiens beaucoup. Elsa, que t'arrive-t-il? Tu ne te sens pas bien? Je sais pas. Un étourdissement passager. C'est rien, c'est fini. Les émotions et la fatigue de cette nuit, sans doute. Oh, moi aussi, j'aurais bien besoin de quelques heures de sommeil. Elsa, t'endors pas tout habillée. Ôte au moins ta jupe et ton chemisier. Clinique de la belle Gabrielle. Nous y sommes, chef. Eh bébé, c'est pas trop tôt, hein. Bon, César. Tu m'aides à descendre. Toi, Marius, tu vas sonner à la grille. Bien, chef. Ensuite, tu iras garer l'hispano-suisse au garage. Il doit bien avoir un garage dans cette auto-là. Je tiens pas à laisser l'auto dans la rue, hein, avec tous ces voyous qui hantent les banlieues. Bien, chef. Et tu oublieras pas de sortir mes 2 valises du coffre, hein. Et tu les monteras dans ma chambre. À vos ordres, chef. Et attention, imbécile!
Passe-moi ma canne, hein. Oui, chef. Aïe, chef. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, Lufia, va prévenir le Toubib que Monsieur Ange Malicorne vient d'arriver. Monsieur Malicorne? Entrez donc, Monsieur Malicorne. Ah, suffit, Belzébuth. Ta gueule, le chien. Je vais prévenir le docteur Barbezieux de votre arrivée, Monsieur Malicorne. Ah, Ange Malicorne. Je ne vous attendais pas si tôt. Votre hispano est un vrai bolide, dites-moi. Vous avez fait bon voyage depuis Marseille? Alors vous en êtes. Et cette momie au pouvoir formidable dont vous m'avez parlé, vous l'avez? Eh bien, c'est-à-dire que pas vraiment. Je sais où elle se trouve, notez, ça n'est qu'une question de jours. Que dis-je de jours? D'heures, oui, d'heures. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, Toubib? Vous m'aviez promis de commencer les séances ce mois-ci. En effet, mais nous avons eu un petit contretemps. Nègre d'œil, vous savez. Je ne sais quelle mouche l'a piqué, mais à la dernière minute, il a légué toutes ses collections au musée d'ethnographie du Trocadéro, momie comprise. Ma momie? Au musée? Non, mais attendez, rassurez-vous, j'ai pris mes dispositions pour la récupérer. J'allais d'ailleurs de ce pas m'en occuper. Vous feriez bien, Barbezieux, vous feriez bien. Oui. Hein? Parce que vous avez beau traficoter dans l'immortalité, votre vie ne tient qu'à un fil, hein? Alex Dorval a tout oublié de sa visite chez le docteur Barbezieux à Suresnes, ce qui est bien contrariant pour un journaliste. Heureusement, son adorable fiancée, Elsa Corrigan, est là pour lui remettre les idées en place. D'un côté, le village de Mornefange et ses naissances difformes. De l'autre, l'exposition d'objets tibétains du musée d'ethnographie et sa mystérieuse momie. Alex, c'est toi? Oui. Déjà levé? Les Bretonnes sont des lève-tôt. J'ai acheté des croissants. J'ai préparé le café. Une vraie petite femme d'intérieur. Je m'entraîne. Tu as bien l'intention de me demander en mariage un jour ou l'autre, non? Je vais chercher les bols. Bien dormi? Coussi coussa. Cette promenade matinale jusqu'à la boulangerie a-t-elle mis un peu d'ordre dans tes idées? Pas de problème, mes idées sont bien rangées sur l'étagère. Pas comme le lait en poudre. Le seul problème... Ah, le voilà. C'est ce trou inexplicable dans les rayonnages. Impossible de me souvenir de ce que j'ai fait entre ma première visite à la clinique de Barbezieux et le moment où je t'ai retrouvé cette nuit dans la rue. Effacé, le grand vide. Et toi? Que lis-tu? Ce bouquin que j'ai acheté sur les quais l'autre jour. Magicien, occultiste et nécromant dans l'ancien Tibet. Intéressant. Notamment ce chapitre. Rite de réincarnation et commerce avec les démons. Sainte lecture de jeune fille. Femme, jeune femme. Tiens, ton bol. Alex, dois-je te rappeler que nous avons affaire à la momie d'un Rinpoché? Il ne serait pas inutile de connaître l'étendue stupéfiante des pouvoirs chamaniques. Ça tombe sous le sens. Bien que je ne crois guère à toutes ces histoires de sorcellerie. Lis donc, gros malin. Je ne suis pas gros. Écoute, la relation de certains phénomènes me rappelle furieusement ce à quoi nous avons assisté il y a quelques jours lors de notre visite au musée. Écoute ça. Je sens mon scepticisme naturel fléchir par avance. Un jour, le chaman Tchotsed fut appelé pour célébrer un rite solennel destiné à subjuguer Shun Yogot, le démon des morts. Ce rite devait s'accomplir tous les 12 ans, sinon le démon dévorerait chaque jour un être humain. Oui, ces croissants sont délicieux.
Ce genre de pratique était formellement proscrit par les autorités bouddhistes et le Dalai Lama envoya 3 moines sur les lieux de la cérémonie afin d'empêcher celle-ci. Laisse-moi deviner, ils ont rencontré Saint-Nicolas. Lorsqu'ils arrivèrent au temple, ils constatèrent que Shun Yogot avait déjà répondu à l'appel du magicien. Sa forme effroyable était, dit-on, immense comme les plus hautes montagnes, et un grondement sourd faisait trembler la terre. Un trou béant, gigantesque, s'ouvrait au pied de la montagne. Des formes innommables d'aspect tentaculaire s'y mouvaient de façon répugnante, et une odeur pestilentielle s'en échappait. Telle était la bouche monstrueuse de Shun Yogot. En réponse aux injonctions pressantes des lamas, le chaman se contenta de lever les bras. Un souffle glacé jaillit alors de la cavité et une tempête de neige déferla sur les envoyés du grand lama. Puis ce fut une pluie de grêlons dont les plus gros défoncèrent le crâne des lamas. Le survivant nommé Delong proposa de s'immoler lui-même afin d'apaiser la colère du démon des morts qui déferlait déjà sur le village. À cette offre généreuse, le chaman répondit qu'il trouverait un moyen de satisfaire Shun Yogot sans qu'il ait à se sacrifier. Et aussitôt, il fit apparaître d'innombrables tulpas, c'est-à-dire des spectres de yak, qui se précipitèrent dans la bouche béante. Depuis ce jour, les lamas tenus pour être les réincarnations du lama Delong célèbrent tous les 12 ans le rite propitiatoire au démon des morts. Alors, ça ne te rappelle rien ? Attends. La tempête de neige. Oui, je me souviens. Une chose semblable est arrivée lorsque nous visitions la salle numéro 7 du musée d'ethnographie. La salle de la momie. Une bourrasque épouvantable. Un froid glacial. Comme mon café. Grelot, pourquoi tu siffles mon beau sapin? C'est pas Noël? Excuse-moi le gros, mais c'est à cause de la locataire, c'est le numéro 7. Tu veux parler de... Ouais. Mais je vois pas le rapport entre mon beau sapin et cette vieille carcasse embaumée. Subsèquement, le gros, c'est pas pour pinailler, mais une momie, c'est momifié pour être exact. Oui, ça ne m'explique pas pourquoi tu siffles mon beau sapin. À cause des drôles de choses qui se sont passées ici depuis qu'elle est là. Ah oui. Les collègues qui tombent malades, l'épidémie de gastro et la vitrine de la momie qui refuse de bouger. Tout juste. N'empêche, je vois toujours pas le rapport avec mon beau sapin. C'est parce que t'as oublié les moins 30 degrés de la salle numéro 7 le premier jour de la visite. Oh, mais oui, nom d'un grelot. Ah, c'est pour ça. La nostalgie des grands froids de l'hiver. Mon beau sapin. Ah, d'accord. Tu veux que je te dise ? Tous ces phénomènes, c'est pas normal. Chut. Ça venait de là-bas. La salle numéro 7. Qu'est-ce que je te disais ? Bon, tu vas jeter un coup d'œil. Ah non, cette nuit, c'est ton tour. Hein ? Pas du tout. C'était déjà moi hier. Ce coup-ci, c'est à toi. Il se passe quelque chose de pas catholique par là. Tu sens cette odeur ? Oh. Pire qu'un banc de poissons à marée basse. Bon, on y va tous les deux. J'allais te le proposer. Subsèquement, le gros, c'est pas pour pinailler, mais on y va ensemble, pour être exact. Oui. Et si c'était le fantôme de la dernière fois ? Celui avec des yeux rouges partout ? Chut. On avait vu, le gros. Souviens-toi de ce que t'as dit ton toubib. Et les fantômes avec les yeux rouges partout, ça n'existe pas. Exactement. Chut. J'entendais pas. Le faisceau d'une lampe torche. Halte! Qui va là? Montrez-vous! Grelot, tu vois ce que je vois? Une femme, avec 2 yeux, et une cagoule sur le visage. Mince! Elle a fini par l'escalier. Hé, remonte par ici. J'arrive! Il y en a un autre, près d'une vitrine cassée. Là! Mal froid! Mais il essaye de voler la momie. N'approchez pas!
Si vous touchez à cette momie bandit, je serai dans l'obligation de faire usage de ma forme physique. Allons donc. Allez, reculez. Attention! Il est fait sortir par la fenêtre et c'est votre gros! Adieu, messieurs. Descendez! Mais non, pied! Lâche-moi, idiot! Ah bon, le gros! Allez! Oh, pauvre d'imbécile, mais laissez-moi faire mon vol plané! Non, ne montez pas! Au village de Mornefange, en Moselle, des naissances monstrueuses se multiplient depuis 3 ans. Les habitants du village, persuadés que le baron de Nègredeuil est à l'origine de ces malheurs, l'ont surnommé le sorcier. Mais ce dernier est retrouvé mort dans la fosse aux ours du Jardin des Plantes, à Paris. Parallèlement à cette affaire, le musée d'ethnographie, place du Trocadéro, est le théâtre de manifestations étranges. Et de l'avis du journaliste Alex Dorval, les 2 affaires sont peut-être liées. Alex, cette purée manque de sel. Je te parle même pas du boudin aux oignons qui l'accompagne. Comment fais-tu pour avaler ça? Christophe? Mademoiselle Elsa? Du sel, s'il vous plaît. Du sel pour mademoiselle. Bon sang, Elsa. Quoi? Je n'ai plus le droit de rectifier un assaisonnement? Là, en bas de la page de mon journal. Qu'y a-t-il? On dirait que tu as vu une momie. Tu ne crois pas si bien dire. Lis donc. Nouveau drame au musée d'ethnographie. Surpris par 2 gardiens alors qu'il essayait de voler la célèbre momie de Shunga, le professeur Zarouf saute par une fenêtre située au 2e étage. Le généreux donateur du musée est actuellement entre la vie et la mort. C'est incroyable. Ton ami Xavier Zarouf faire une chose pareille? Conformément aux accords de la donation, il s'avère que la momie demeurerait la propriété du professeur Zarouf. En effet, ce dernier s'était réservé le droit de la reprendre quand il le souhaitait. Le mystère n'en reste donc que plus épais. Pourquoi le professeur Zarouf a-t-il essayé de voler sa propre momie? Ça n'y rien comprendre. Elsa, nous n'avons pas une minute à perdre. Mais où vas-tu? À la salle pétrière. Et mon boudin purée? Voilà le sel, mademoiselle. C'était un peu long parce que... Où sont passés les 2 tourtereaux? Et qu'est-ce que j'en fais, moi? Du boudin puré? Quoi? Que veux-tu, bossu? J'ai une course à faire en ville. Une course, dis-tu? Oui, patron. Tu ne vas pas courir la gueuse, au moins? Oh, non, patron, c'est pas ça du tout. On se demande bien qui voudrait d'un type comme toi. Personne. Allez, va plutôt nourrir tes rats. C'est déjà fait, patron, une pleine ration. Bon, bah fiche-moi le temps d'ici. Oui, patron. Et tâche de revenir avant le début de ton numéro. Sinon, gare à ta bosse. Mais merci, patron. Espèce d'abruti.
Comment va-t-il, docteur? Monsieur Dorval, l'état de votre ami est préoccupant. Monsieur Zarouf s'est brisé la colonne vertébrale en tombant de la fenêtre du musée. Il va s'en sortir? Un deuxième niveau, a priori, ce n'est pas mortel. Mais les étages d'un bâtiment public ne valent pas ceux d'une habitation. Ils sont 1,5 fois plus élevés, rapport à la hauteur des plafonds. De plus, pour ne rien arranger, votre ami a fait une mauvaise chute. Il est tombé comme un bâton, raide. Comme un bâton? Je ne veux pas être pessimiste, monsieur Dorval, mais dans le meilleur des cas, votre ami a peu de chances de s'en sortir. C'est horrible. Au mieux, il restera paralysé à vie. Nous y sommes. Chambre 669. Je vous laisse. J'ai un brûlé au 3e degré qui m'attend au 1er étage. Un accident? C'est probable. Le patient a oublié de refermer la porte de son four après y avoir glissé un clafoutis. Enfin, le plus difficile sera de décoller sa joue du plat. Monsieur Dorval, mademoiselle. Merci, docteur. Et bon courage pour le clafoutis. Alex, nous aurions dû apporter des fleurs. Il est derrière ce rideau. Ton ami est couvert de bandes. On dirait... Je sais. Une momie. Xavier. Xavier Yves. C'est moi. Alex Dorval. Ton vieux copain. Dorval. Xavier, je te présente Elsa, ma fiancée. Elsa Corrigan. Bonjour. Désolée pour les fleurs, mais nous sommes venus dès que nous avons... Alex, toi ici. Quelle bonne surprise. Ah, cette fois tu me reconnais. Il n'a pas question pour toi de te défiler comme la dernière fois à l'église. L'église? La semaine dernière, les obsèques du professeur Lanterneau. Lanterneau? Le directeur du musée d'ethnographie. Vous y étiez? 3e rang à gauche en partant du confessionnal. En effet. Ah non, Xavier, ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette histoire de Bernadette. Bernadette? Eh bien, oui. C'est ça. Mais enfin, Xavier, t'es pas raisonnable, cette histoire a plus de 15 ans. C'est qui, Bernadette? Je croyais qu'elle t'avait déjà quitté quand tout était fini entre nous. Il tombe de l'œil. Vite, un verre d'eau! Xavier, mon vieux, tiens le coup. Buvez ça. Et là, il n'y a pas soif. La momie. Vous inquiétez pas, monsieur Zarouf. Shunga va bien, il est entre de bonnes mains. Empêchez-le. Dieu, il délire. Xavier, de quoi parles-tu? Cornelius. Non. Il y avait quelqu'un derrière la porte. Je reviens. Xavier. Ne réveillez pas la momie. Xavier, je t'en supplie, réponds-moi. Xavier. Il courait trop vite, j'ai pas pu le suivre. Je n'ai vu qu'une silhouette vague disparaître dans l'escalier, un manteau gris ou bordeaux, enfin quelque chose de sale. Alex? Xavier, réponds-moi. Alex, ce n'est plus la peine. Il est mort.
Après avoir tenté de voler une momie qu'il venait de léguer au musée d'ethnographie du Trocadéro, le professeur Xavier-Yves Zarouf se blesse mortellement en sautant d'une fenêtre. Son ami, le journaliste Alex Dorval, recueille son dernier soupir à l'hôpital de la Salpêtrière. Mais avant de mourir, Zarouf a le temps de donner un prénom, celui de Cornelius, et de mettre Alex en garde contre le réveil de la momie. Alex, tu as fini avec la confiture de pruneaux? Je peux débarrasser? Encore une petite cuillerée pour ma tartine. Monsieur Dorval aurait-il l'obligeance de bien vouloir venir ouvrir la porte de la cuisine? Je sais pas. À propos de porte, il y avait quelqu'un derrière celle de la chambre d'hôpital de ton pauvre ami Zarouf. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Lorsque nous sommes entrés, je me souviens parfaitement avoir fermé la porte. Or, un instant plus tard, elle était entr'ouverte. Quelqu'un nous espionnait? Tu préfères laver ou essuyer? Elsa... Est-ce qu'on peut pas remettre la vaisselle à plus tard? Non. Tu te souviens lorsque Zarouf s'est dressé dans son lit? Il a prononcé le nom de Cornelius. En effet. Et dans quelle direction regardait-il? Devant lui. La porte. Il regardait la porte. Cornelius? Ce serait l'homme dont tu as vu la silhouette disparaître dans le couloir de l'hôpital? Oui. Et si j'avais mis un pantalon, je l'aurais rattrapé. Seulement, tu portais cette adorable petite robe, cousue près du corps, très près du corps. Alex, j'ai pas fini de laver les bols. Ah, la mode parisienne. Elsa. Et si ce type derrière la porte, c'était peut-être celui qui l'accompagnait au musée pour le vol de la momie avant-hier soir? Impossible. Les deux gardiens sont certains d'avoir vu une femme habillée d'une combinaison noire. Et la silhouette qui fuyait à l'hôpital n'avait rien de féminin. Cornelius. 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 Alex, on ne finit pas la vaisselle. Plus tard, nous allons rendre une petite visite à Oscar. Mets ton manteau. Je croyais que l'on cherchait un Cornelius. Oscar est le domestique de Xavier-Yves Zarouf. Enfin, il l'était jusqu'à hier. Il saura sans doute nous dire qui est Cornelius. Où sont passées mes boucles d'oreilles? Allez, voici. Où? Elsa, tu te sens bien? Ça va passer. Un étourdissement. Alex, ton visage. Quoi? Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas Alex, vous êtes Xavier Zarouf. Elsa. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est impossible, vous êtes mort. Je vous ai vu à l'hôpital, vous êtes mort. Elsa. N'approchez pas. N'approchez pas, je vous prie, je te passe sur la tête. Mais tu es folle, lâche ça tout de suite. N'approchez pas. Alex, que s'est-il passé? Tu as eu comme une hallucination, j'ai dû te gifler pour te ramener à la raison. Que fais-tu accroupi par terre? Je cherche ta boucle d'oreille. Ça t'arrive souvent, ce genre d'épisode? Je ne sais pas, je ne me souviens de rien. Tu t'es mise à pousser des cris, tu m'as pris pour Xavier-Yves. T'as même failli me casser un vase sur le crâne. Allons donc. Sans doute est-ce la conséquence du choc que tu as reçu lorsque tu as vu Zarouf mourir devant toi. Désolé, je retrouve pas ta boucle d'oreille. Elle a dû rouler sous le canapé. Je m'en passerai. De toute façon, il me sert un peu. Alors, en route pour le domicile de Zarouf. J'ai hâte de questionner son domestique et de savoir qui est ce Cornelius. Pardonnez-moi si je ne suis pas venu vous ouvrir tout de suite, mais je cherchais le chat.
Voilà plusieurs jours qu'il a disparu. C'est par ici. Avec le décès de notre pauvre monsieur Zarouf, je me retrouve bien seul. Comme je vous comprends. Ne vous en faites pas, il va revenir, votre matou. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Que puis-je pour vous, monsieur Alex? Le but de notre visite est bien simple. Nous cherchons à savoir si Xavier Yves avait dans ses relations un certain Cornelius. Cornelius? Cornelius? Oh, j'y pense. Pourquoi n'iriez-vous pas poser la question à mademoiselle Grémillon? Elle était la meilleure amie de monsieur Xavier Yves. Et il se trouve qu'elle est ici aujourd'hui. Mademoiselle Grémillon, ici. Quelle coïncidence. Elle est à l'étage, en train de trier quelques affaires. Je suis sûr qu'elle saura vous renseigner. Je vais la chercher. Mademoiselle Garance! Votre tasse de thé, mademoiselle Garance. Merci, Oscar. Ainsi, monsieur Dorval et mademoiselle Corrigan, vous étiez présents lorsque ce pauvre Xavier Yves a rendu son dernier soupir à la Salpêtrière. En effet. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment il a pu faire une chose pareille. Quoi donc? Eh ben, voler sa propre momie au musée d'ethnographie. Je voudrais une explication, monsieur Dorval. En fait, cette momie n'a jamais appartenu à Xavier Yves. Que dites-vous? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Un soir que je rendais visite à Xavier Yves, ici, dans ce salon. Hôpital de la Salpêtrière. Hey, Dr. Frankenstein, j'amène un client. Ah, très drôle. Qui c'est? Le pensionnaire de la chambre 669, Xavier Yves Zarouf. Celui qui s'est jeté de la fenêtre du musée du Trocas en voulant chipper des babioles tibétaines. C'est vraiment des fous, hein. Bon, on fait pas chaud chez toi. Et la mort, c'est pas le Brésil. Tiens, c'est quoi ta revue? Touche pas. La revue des curiosités. Bon bah, on va le mettre là, dans le 3e tiroir de gauche. Voilà. Il va faire un gros dodo dans le frigo. Ah bah, avec tout ça, j'ai pas fini mon café, moi. Allez, à la voyure, Eugène. Hein. Salut, Francis. Le mystère de la momie du chaman Shunga par notre journaliste Alex Dorval. Oh, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de momie? Ah ça, dès qu'ils peuvent nous faire le coup du mort-vivant, ça loupe pas, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y'a quelqu'un? Et voilà que je pose au macab, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du monde dans mon frigo. Mon macabé. Si c'est cette andouille de Francis qui me fait une farce. C'est toi, Francis? La lumière. Oh, Francis, si c'est une de tes farces, elle est de mauvais goût. Qui est là? Le journaliste Alex Dorval et sa fiancée Elsa cherchent à comprendre ce qui est arrivé au professeur Zarouf.
pourquoi n'a-t-il pas reconnu Dorval à l'enterrement du professeur Lanterneau? Pourquoi a-t-il essayé de voler une momie qu'il venait de léguer au musée d'ethnographie du Trocadéro? Y aurait-il un point commun entre sa mort et celle du baron de Nègredeuil? Sommes-nous si loin de la malédiction de Mornefange? Prendrez-vous quelques gâteaux avec le thé, mademoiselle Garance? C'étaient les préférés de monsieur Xavier Yves. Non, merci, Oscar. J'ai l'estomac trop serré pour avaler quoi que ce soit. Mais peut-être mademoiselle Corrigan et monsieur Dorval se laisseront-ils tenter? Non, merci. Sans façon. Alors c'est moi qui les mangerai. Je vais tout de même pas les laisser perdre. C'est cela, Oscar. Et encore merci pour le thé. Voyons, mademoiselle Grémillon. Vous pouvez m'appeler Garance. Et moi, Alex. Moi, c'est Elsa. Voyons, Garance. Si vous nous racontiez tout depuis le début. Je croyais que la collection d'objets tibétains exposée actuellement au musée d'ethnographie provenait d'un don de Xavier Yves Zarouf. J'ai même cru comprendre qu'au terme de la donation, cette mystérieuse momie devait rester la propriété de Zarouf. Il n'en est rien. Xavier Yves n'était qu'un prête-nom pour le véritable donateur. Et qui était donc le véritable donateur? Un certain Nègredeuil. Nègredeuil? Le baron de Nègredeuil? Oui. Vous le connaissez donc? D'une certaine manière. Quoique, lorsqu'on me l'a présenté, ce qui restait de lui n'était guère présentable. Pardon? Je vous expliquerai plus tard. Mais continuez, je vous en prie. C'était il y a une semaine. Je me trouvais ici même, en compagnie de Xavier Yves, à qui j'étais venu rendre visite dès mon retour du Pérou. J'étais bien loin de me douter que je le voyais alors pour la dernière fois. Quand Oscar a introduit un visiteur. Nègredeuil. Nègredeuil, en effet. Je me souviens bien de son nom, car j'ai trouvé qu'il en émanait quelque chose de lugubre. Le personnage lui-même ne démentait pas cette impression. Mal rasé, il avait l'air hagard, nerveux. Il voulait à tout prix parler à Xavier Yves. Je me souviens qu'il pleuvait à verse, que Xavier conseilla à Nègredeuil d'ôter son pardessus trempé. Oscar le lui ôta presque contre son gré. C'est alors que nous vîmes... Oh mon Dieu! Quoi donc? Sous son veston boutonné à la hâte, sa chemise était maculée de sang. Je jurerais même qu'elle était perforée en plusieurs endroits, comme par des impacts d'armes à feu. Vous voulez dire que ce type discutait tranquillement dans ce salon avec plusieurs balles dans le corps? Je ne sais pas. Avec le recul, cela me paraît fou. Et pourtant, je le revois encore, assis là, comme si c'était hier. Vous êtes blessé. C'est sans gravité. Vous comprendrez maintenant pourquoi je préférais garder mon pardessus. Oui, mais enfin, il faut vous soigner. Ce n'est rien, je vous dis. Vous m'excuserez seulement de ne pas avoir pris le temps de passer par un pressing. Mais je suis venu directement depuis ma lointaine province pour vous entretenir d'une affaire grave. Bien, je vous écoute. Dès demain matin, des caisses destinées au musée d'ethnographie arriveront en gare de l'Est. Elles contiennent des objets d'art et de culte provenant du Tibet. Toute ma collection personnelle que j'ai décidé de léguer au musée du Trocadéro. Bon, c'est très généreux de votre part, mais je ne vois pas... Laissez-moi poursuivre. Je souhaite, par ce geste, racheter les méthodes parfois peu recommandables, grâce auxquelles je me suis jadis approprié tous ces objets. Et comme mes jours sont comptés, Vos blessures. Il faut faire quelque chose sans tarder. Oscar, va prévenir le docteur Voraz, il habite à 2 pas d'ici. Il ne s'agit pas de cela. Mais je vous en dirai pas plus. Eh bien, comme vous voudrez. Mais en quoi cette histoire de donation me concerne-t-elle? J'y viens. Pour des raisons qui me sont personnelles, je souhaite rester dans l'ombre. Et j'ai pensé à vous pour assumer le rôle du donateur. À moi? Mais pour quelle raison? Votre réputation de tibétologue n'est plus à faire. Cela paraîtra donc tout naturel. Mais surtout, j'ai appris que vous repartiez prochainement pour le Tibet. Oui, c'est exact. Bien que quelques contretemps... Sachez donc que cette donation implique une contrepartie. L'une des pièces de cette collection sera seulement prêtée au musée, jusqu'à votre départ pour le Tibet. Ensuite, vous aurez pour mission de restituer cet objet à ses légitimes propriétaires. Les moines d'un monastère dont le nom vous sera révélé en temps utile. Je vois. À moi l'honneur de passer pour le généreux donateur à condition de transporter votre colis.
Au fait, monsieur Nègredeuil, de quoi s'agit-il? De qui, plutôt que de quoi? Puisqu'il s'agit de la momie d'un très ancien Rinpoché. Une momie? Voilà. Vous savez tout. J'insiste sur le fait que vous devez vous engager à respecter cette clause, dans un délai de 6 mois maximum. 6 mois. Et qu'arrivera-t-il passé ce délai? La momie du Rinpoché risque fort de se réveiller. La momie allait se réveiller? Voyons, Garance, vous plaisantez? Je n'ai pas le cœur à plaisanter. Et je peux vous assurer qu'en prononçant cet avertissement, Nègredeuil n'avait pas l'air de plaisanter non plus. En tout cas, cela ne nous explique pas ce qui a pu pousser Xavier Yves à tenter de voler la momie qui lui avait été confiée, sans attendre la fin de l'exposition. À moins qu'il n'ait décidé d'avancer son départ pour le Tibet. Au contraire. Il m'avait dit vouloir retarder son expédition à cause de problèmes à la frontière chinoise. Et s'il avait décidé de récupérer la momie plutôt que prévu, parce que... Parce qu'il avait compris qu'elle commençait déjà à se réveiller. Eh bien, mademoiselle, Garance, merci encore de nous avoir reçus. Mais tout le plaisir était pour moi, Alex. Je séjourne encore quelque temps ici, alors si vous avez du nouveau au sujet de cette momie, tenez-moi au courant. Ce que vous m'avez raconté sur ces phénomènes surnaturels est tellement stupéfiant. Nous n'y manquerons pas. Au revoir, mademoiselle Grémillon. Au fait, j'oubliais. Auriez-vous entendu Xavier Yves parler d'un certain Cornelius? Cornelius? Non, vraiment, cela ne m'évoque rien. Eh bien, tant pis. Il ne nous reste plus qu'à... Qu'est-ce que c'était? On aurait dit... Zéphyr. Le chat de Xavier Yves. Oui! C'est bien lui, mon pauvre Zéphyr. Ma parole, il est tout maigre. Mais où étais-tu donc passé? Tiens, le voilà qui repart déjà. On dirait qu'il veut que vous le suiviez. Vous croyez? Vous voyez? Minou, allez, viens. Allez, viens vite. Vous voyez, il vous attend. Minou. Le voilà qui file au fond du jardin. Mais que fait-il? Il se roule par terre. Zéphyr. Ce ne serait pas plutôt une chatte, votre chat? Il se met à gratter la terre maintenant. Il y a quelque chose de bizarre. On dirait que... Oui! Regardez. La terre a été récemment remuée à cet endroit. Vite, des outils! Là, dans la cabane du jardinier. Et que voulez-vous faire? Creusez, pardi. À moins que vous ne préfériez que le chat le fasse à notre place. Alors? Toujours rien. Encore quelques coups de pelle et j'abandonne. Mais enfin, Alex, expliquez-vous. Vous pensiez vraiment trouver quelque chose? Pas quelque chose, Une main? Oh! C'est bien ce que je pensais. Il y a quelqu'un d'enterré ici. Regardez! Un cadavre! Quelle horreur! Oh, cette chevalière! Elle a nu l'air droit. Je la reconnais, mon Dieu. C'est Xavier Yves.